Réforme constitutionnelle en RDC, volonté politique ou stratégie de manigance. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission de On en parle. Je reçois pour vous Monsieur Junior Menji qui est sur ce plateau. Avec lui, nous allons essayer de réfléchir sur les problèmes qui concernent la Constitution dans notre pays. Monsieur Junior, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, M. Jourdain. Merci beaucoup encore à l'ensemble de l'équipe technique d'Ici On en parle. Je suis ému d'une compassion positive d'être parmi les invités de marque à qui on va essayer de déguster sur un repas traditionnel, sur une thématique la plus sensible qui prend de la gravité, qui prend de l'ampleur par rapport au changement de la Constitution. Et j'espère qu'avec mon co-débatteur à face, qui me soit ainsi permis de les saluer aussi, on va essayer de déguster sur l'actualité en question. Voilà, il n'est pas seul, il y a M. Sylvain Mwamba, qui est d'ailleurs l'habitué de cette émission, qui est sur ce plateau. M. Sylvain, bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Jourdain Makobo. Je suis très content d'être aussi invité dans cette émission, débattre sur un sujet vraiment qui est très capital pour nous, surtout pour l'ensemble de la population congolaise. Quand on touche à la Constitution, on touche à la vie des Congolais. Voilà pourquoi je suis très content d'être en face de M. Junior Menji, en d'autres termes, Junior Akili. Voilà. Hein, je pense que ça va bien aller. Merci beaucoup pour les compliments, monsieur. Oui, bien sûr. On est là pour éclairer l'opinion. Voilà, surtout que cette émission revêt un caractère pédagogique. Donc c'est avec ces analystes que nous allons essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, je commence avec vous, M. Junior Menji. Pourquoi relancer les débats sur la réforme constitutionnelle 20 ans après, parce que cette constitution est de 2006. Merci beaucoup, M. Jourdain. Je pense que dans chaque cas, il y a toujours des évidences. Si aujourd'hui, le gouvernement actuel, soit les régimes présents de M. Tshisekedi, ils ont parvenu à soulever la question des changements de la Constitution, c'est de leur droit et ce n'est pas un tabou. Le changement de la Constitution n'est pas quelque chose d'extraordinaire parce que même la Constitution elle-même prévoit sa révision à l'article 218, alinéa 4. Et si nous voulons changer la Constitution, maintenant il faut revoir dans quel contexte nous voulons changer la Constitution. Est-ce que réellement l'État nous permet à ce que nous pouvons changer cette Constitution? Et pourtant, nous avons plusieurs problèmes majeurs dans notre pays qui peuvent être résolus avant même qu'on puisse penser sur le changement de la Constitution. Parce que le changement de la Constitution ne sera jamais profitable pour les opposants, soit pour la population. C'est la personne qui est aux affaires aujourd'hui qui veut chercher les mécanismes pour se maintenir au pouvoir. Parce que c'est la seule option pour le moment. Les régimes actuels peuvent penser pour se maintenir encore au pouvoir. Je voulais vous donner une exemplarité. Lumumba n'a fait que 4 ans de carrière politique dans notre pays ici, de 1956 à 1960. 4 ans plus tard, Lumumba a été nommé comme Premier ministre et proclamé comme héros national. Les problèmes ne se posent pas par rapport au changement de la Constitution. Les problèmes ne se posent pas par rapport à la durabilité, nombre des années que nous allons passer au pouvoir, mais l'impact significatif pendant notre mandat, pendant notre apogée. Qu'est-ce que nous avons apporté à la population congolaise? Admettons l'exemple de Mobutu et de Lumumba. Lumumba n'a fait que quelques jours seulement à la tête de notre gouvernement. Il a impacté même en dehors de nos frontières africaines. C'est une image, une référence pour les Africains aujourd'hui dont on parle Lumumba. Mais Mobutu n'est pas reconnu comme parmi les plus grands chefs dirigeants africains. Il est reconnu comme parmi les plus grands dictateurs au monde. Malgré les 32 ans. Malgré les 32 ans, vous avez compris? Donc, on peut faire peu de jours par rapport aux résultats obtenus. On devient meilleur par rapport à ce qu'on a lancé comme projet. On peut prendre beaucoup des années aussi, on est aussi moins naïf et on ne fait rien par rapport à la population. Monsieur Jourdain, je vous donne une exemplarité. Bien sûr que l'homme est perfectible. L'homme ne peut pas tout changer, mais comme il y a des secteurs de la vie dans notre pays, à qui on peut toucher ces secteurs-là et les pays se détacher contre les idées mercantiles, soit contre ce qui ne permet pas que le Congo avance ou se développe. L'exemple typique, aujourd'hui nous avons un problème d'abord de réunification du Congo. Si le gouvernement actuel parvient à définir une bonne politique pour d'abord réunifier le Congo, je prends, excusez-moi, donnez-moi d'abord du temps pour au moins un peu expliquer aux Congolais. Je prends comme le centre de notre pays, commençant par la province du Kasaï central, Kananga, Kananga vers Kikwit, Kikwit vers Bandundu, Bandundu bas Congo. Ça nous prend au moins 3 provinces. Ces 3 provinces sont réunies par des routes terrestres.
nous allons lutter contre la famine et le Congo, les 3 provinces ici, seront à mesure de produire des denrées alimentaires qui peuvent répondre aux conditions de la population. Parce qu'on ne peut pas faire développer un pays tant que les flux du vent ne sont pas encore maîtrisés. Mais quelle a été la politique définie par notre gouvernement actuellement afin de construire des routes nationales? Kananga vers Mbushima, ça fait déjà la province de Kasaï orientale. On peut quitter Mbushima vers Monedit, ça fait la province de Olomami. Monedit vers Ngandajika, Ngandajika vers Kanyamaka, ça fait la province de Lomami, Kamina. Kamina, Kolwezi, poste de là-bas. Kolwezi vers Lubumbashi, ça fait la province du Haut-Katanga. Ça signifie que le gouvernement a mis en place une politique qui doit définir les tronçons, soit lutter contre les famines partant de construction des routes dans notre pays. Donc la réunification d'abord de notre pays. Vous voyez, si ce secteur-là est résolu, directement, le Congo sera à mesure de maîtriser la famine à tout moment, de lutter même contre l'exportation et l'importation des denrées alimentaires dans des pays voisins. Deuxièmement, je prends les problèmes des systèmes éducatifs dans notre pays. Permettez-moi, je parle avec l'amertume dans mon cœur. Pourquoi? Avec l'amertume. Je veux parler avec l'amertume. Parfois, les systèmes éducatifs dans certains pays africains sont rabais. Mais chez nous, ici, les systèmes éducatifs sont aux soins intensifs. Pourquoi? Aux soins intensifs. Aux soins intensifs. Comment ça? Par exemple, je peux vous prendre, monsieur Jourdain, quand vous passez mal les pays agressés qu'on appelle les Rwanda ici, un enfant qui est à l'école primaire est à mesure aujourd'hui de vous manipuler l'ordinateur, de connaître comment est-ce qu'il peut créer une donnée sur l'Excel. Mais au Congo, vous allez voir même un cas d'université qui ne maîtrise même pas l'Excel. Même celui qui a fini en informatique. Exactement. Vous voyez un professeur à l'université qui vous pose un examen, une interrogation théorique en informatique et pour une science qui est pratique. Oh là là. Vous voyez, ce sont des déceptions. Ce sont des choses que nous devons vraiment revoir dans notre pays, qui peuvent permettre à ce que la jeunesse congolaise aujourd'hui puisse s'intégrer. Exemple typique, je peux vous prendre. Selon le système scientifique, vous l'avez que dans chaque entreprise, entreprise publique, chaque service public, il faut qu'on puisse mettre en applicabilité les systèmes de concours. Mais ce n'est pas le cas avec le Congo. Vous allez voir un jeune Congolais qui part avec les documents pour déposer les demandes d'emploi, on lui dira qu'il n'y a pas de place. Mais chaque fin d'année, nous voyons de nouveaux visages qui s'échangent dans les entreprises publiques. C'est par quel mécanisme que l'État congolais parvient à employer des jeunes, des nouvelles hiérarchies, des entreprises publiques et services publics? C'est une déception. Un assistant dans notre pays se comporte comme un petit prince. Et pourtant, un assistant a pour rôle, en première position, récolter la liste de présence, surveiller les examens et les épreuves. Mais chez nous, un assistant est comparable à un petit prince et les professeurs sont des rois. Vous allez voir, on introduit un cours jusqu'à ce que le cours prenne fin, vous ne verrez jamais les professeurs. C'est parmi les gens qui tuent notre système éducatif. Parce que si on veut tuer un pays, on commence par son système éducatif. Mais comme la plupart des gens qui sont nommés dans les gouvernements, ils ne proviennent pas par rapport à la méritocratie. Ce sont des calculs politiques. C'est la politique qui tue notre pays. Aujourd'hui, le Congo est compté parmi les pays les plus faibles au monde. Aujourd'hui, la RDC vient d'encaisser une dette de 16 milliards extérieurs. 16 milliards. 16 milliards. Et je donne même la référence, ça a été publié par le gouvernement actuel, par les via du ministère des Budgets, qui est dirigé par Adolphe Moïse, l'ancien ministre de notre pays, l'ancien premier ministre de notre pays. Vous voyez? Donc, c'est une honte de voir un pays qui est convoité au monde. C'est une honte de voir un pays aujourd'hui qui contient 80 milliards de terres arables être cité parmi les pays les plus touchés par la malnutrition aiguë aux enfants de moins de 10 ans, selon les statistiques données par l'Institut national des statistiques à Kinshasa. Donc aujourd'hui, vous pensez qu'envisager la réforme constitutionnelle, ce n'est pas vraiment opportuniste? Je vous ai parlé que dans chaque cas, il y a toutes les évidences. Dans quel contexte nous voulons changer la Constitution? Bien sûr, la Constitution elle-même prévoit sa révision à l'article 218, alinéa 4, qui peuvent les changer. Le temps de la République par les voies de référendum, le Conseil des ministres après délibération, le Parlement ainsi que la fraction des 100 000 Congolais. Mais il y a des faits majeurs pour changer la Constitution dans une République. S'il y a un coup d'État, cela peut permettre à ce que les nouveaux colonels, les nouveaux généraux qui arrivent peuvent changer la Constitution parce que toutes les institutions tombent. Nous avons la balkanisation. L'exemple comme le Soudan du Sud. Il y a la balkanisation par rapport à l'État. Là, on a divisé les pays en deux parties. Là, maintenant, la partie de l'Est peut changer la Constitution qui doit s'adapter par rapport aux réalités socio-démographiques de l'environnement de qualité de son pays. 3, nous avons des faits majeurs. Si les pays devaient ingouvernables, par exemple le développement populaire, cela peut permettre à ce que le gouvernement change les constitutions pour définir les bonnes politiques afin d'exercer ce qui vient comme sa mission. Mais quel est vraiment dans notre constitution les articles qui contiennent des vices,
des erreurs, des aberrations qui doivent permettre à ce que le gouvernement ne parvienne pas à exercer sa mission d'une manière ou d'une autre. Est-ce que c'est le changement de la Constitution? C'est la Constitution qui a permis à ce qu'aujourd'hui notre gouvernement encaisse une dette de 16 milliards. Est-ce que c'est la Constitution qui a permis à ce qu'aujourd'hui le projet Chilégé ne soit pas construit au Kasaï oriental? Est-ce que c'est le gouvernement qui a permis à la Constitution qui a permis à ce que le gouvernement ne parvienne pas réellement à électrifier l'espace centre du Grand Kasaï central, Kasaï oriental par rapport à Chit Katende? Est-ce que c'est la Constitution qui a permis à ce qu'on puisse nous présenter un petit rapport mais qui coûte à peu près plus de 100 millions de dollars dépensés par Timasuka à Ololaba? Vous voyez? Donc ce n'est que des appellations politiques et des langages politiques. On ne peut pas faire développer un pays par rapport au changement de la Constitution. Mais on peut définir des bonnes politiques économiques qui peuvent changer notre pays. Voilà. Parce que la Constitution des Danemark date depuis 1734 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous ne pouvez jamais comparer la RDC par rapport à la Danemark, par rapport aux constructions des routes, logements sociaux, système éducatif, système de santé. C'est un pays qui est plus émergent par rapport à notre pays. Nous devons réfléchir République partant de la bonne volonté, de la bonne foi politique, afin de faire mettre le Congo sur les rails et sur les bons chemins des pays émergents en Afrique aujourd'hui. Comme le Burkina Faso l'a fait, il a coupé le cordon ombilical avec la France qui est son monopole, c'est un ancien monopole. Mais aujourd'hui, nous avons fait partie des pays émergents en Afrique et qui tendent vers leur développement. Voilà. Monsieur Sylvain, vous venez de suivre Monsieur Junior qui s'est étalé. Pour lui, il pense que c'est pas opportun de penser à réformer notre constitution. Quelle est votre lecture par rapport à tout ça? En tout cas, je suis très content, je suis très fier de mon frère Junior Meji pour son intervention qui est vraiment plus détaillée. Et je suis très content vraiment. Vous savez, est-ce que c'est important? Ou soit est-ce que c'est opportun vraiment? C'est le moment qu'il faut penser à ça. Moi, je pense, Batu Lukwebo a dit quelque chose qui m'a beaucoup tiqué, qui m'a beaucoup révélé. Il a dit non, il n'y a pas un problème de la Constitution, c'est un problème d'homme. Le Congo n'a pas un problème de texte, c'est un problème d'homme. Pourquoi lui avait dit ça? C'est parce qu'il voulait vraiment faire comprendre que non. Même si on changeait la Constitution, même si on changeait des textes aujourd'hui, s'il y a toujours les mêmes animateurs des institutions, ça va continuer toujours comme ça. Vous voyez? Donc moi je pense, il y a quelque chose que mon frère Junior Meji a soulevé, soit disant, si aujourd'hui, parce que selon la Constitution, dans son article 220, il va vous dire, il y a des choses à modifier, et surtout, parce que nous, on parlait de la révision. Or, la révision n'est pas le changement. Parce que quand on veut, par exemple, le régime actuel, il vise de changer la Constitution pour rester au pouvoir. Parce que moi, je pense qu'il veut créer une équipe comme de l'autre côté au Congo, Brazza, c'est Ouganda, c'est l'Ouganda, là où il y a Rwanda, il y a Ouganda, il y a non, il y a Burundi, il y a... C'est Ouganda avec les papas de monsieur le colonel Tshisekedi. Voilà. Oui. Vous voyez un peu. Donc il veut créer une équipe comme ça là, de gens qui vont rester au pouvoir. Non, Museveni, voilà. Ils vont rester au pouvoir. Alors le plus important pour nous, c'est que, est-ce que c'est opportun vraiment de changer la Constitution, soit de réviser? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que la Constitution empêche vraiment que nos dirigeants ne puissent pas détourner l'argent? Détourner l'argent? Oui, est-ce que la Constitution vraiment, il y a un article qui permet au gouverneur de commencer à détourner l'argent par exemple? Est-ce que la Constitution a permis à notre Premier ministre, imaginez-vous, chef du gouvernement, elle passe sur TV5 Monde, on pose la question au Premier ministre congolais sur la durée d'abord des migrants, expulsés des États-Unis. On pose la question. Ils auront combien de temps? Quels sont les accords signés? Et imaginez, pour que l'accord soit signé, par exemple, ça va passer par le Premier ministre avant qu'il soit ratifié par le président. Mais la dame, voilà pourquoi aujourd'hui, moi, j'apprécie l'idée de Louis
France Kozekisa, dit le recteur, il Oui. avait dit non, dans cette république ici, Madame Judith Souminoa ne mérite pas d'être première ministre. Sérieux. Vous voyez un peu. Toujours, Madame la première ministre, Madame Judith, elle passe sur TV5, elle prend l'article 89, soit disant non, c'est l'article 89 qui prévoit la révision de la Constitution. Quelle honte! Non, vous dirigez un pays. Et pourtant, l'article prévoit les émoluments, Les émoluments. et la liste civile, celle du Voilà. président de la République. Donc, imaginez, vous êtes premier ministre de la République démocratique du Congo, sans soubassement des textes. C'est compliqué. Ah, c'est tout ça. C'est la Constitution qui fait que vous soyez comme ça, que vous soyez incompétent. Moi, je pense qu'il y a un problème d'homme. Vous voyez un peu. S'ils veulent changer la Constitution, c'est pour peut-être rester au pouvoir le plus longtemps. Pas peut-être, c'est la seule option Ouais. pour le moment. Alors, mais pour dire De que rester au non, pouvoir. oh, la Constitution nous cause des problèmes. Bon, la Constitution pose des problèmes sur base de quoi? Est-ce que... Et pense que la Constitution freine. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi Oui. a une mission et non pas un mandat. oui, Il doit. ils ont raison. Ils ont raison. il doit finir ce qu'il a commencé. Le président, bon, en soi, il a un mandat. Et aussi, dans son mandat-là, il y a une mission qu'il a. Ah, là, c'est une mission personnelle, à lui-même, qu'il s'est donné, n'est-ce pas? Mais nous, on reconnaît qu'il a un mandat pour nous, les Congolais. Vous voyez un peu? Il a un mandat. Et son mandat, c'est à 2 tours. Il va passer pour laisser la place aux autres. Lui, là, le président Félix, moi, je lui prenais vraiment, en tout cas, un modèle pour la République démocratique du Congo. Vous voyez? Malheureusement, il commence à dérober. Il a combattu pour ce changement de la Constitution. Aujourd'hui, il se permet encore de dire que non, cette Constitution nous crée des problèmes. Le prof Mbata a combattu qu'on ne puisse pas changer la Constitution. Alors aujourd'hui, il se donne encore les leaks de se réveiller et de dire non, il faut changer quoi? La Constitution. D'ailleurs, quand vous parlez de Mbata, il y a déjà une lettre qui a été envoyée partout en province pour recueillir les propositions. Voilà pourquoi il a été humilié par Augustin Kaboula. C'est quelqu'un qui change à tout moment. Mbata? Oui, C'est quelqu'un qui n'a pas de position. qui n'a pas de position. C'est une chauve-souris. Hier, il était à l'INC. Aujourd'hui, il est à l'IDPS. Moi, même pas INC. Il a commencé à être avec Azara Souroubera en 2006 pour finir avec Kamere, aujourd'hui avec Tshisekedi. Donc Demain, il sera encore avec quelqu'un. avec moi, vous pensez- demain peut-être. Vous pensez, il avait donné sa position, soi-disant, on ne peut pas toucher à cette constitution. Notre constitution, c'est la meilleure constitution. C'est la bénédiction pour le Congo. Aujourd'hui, cette constitution-là est devient devenue la encore malédiction la pour malédiction le pays. du Congo. Donc, pour dire que Vous pensez que ce sont des flatteurs? ce sont des flatteurs, ce sont des calculs Les politiques. opportunistes. Vous voyez un peu, ils veulent juste jouer avec des petits mots. En soi, ils ont des calculs politiques. Alors moi, je pense que la Constitution n'a pas de problème. C'est un problème d'homme. Alors, si elles veulent rester au pouvoir, qu'ils restent. Au lieu de commencer à toucher non la Constitution, je pense qu'aujourd'hui, quand on va toucher à la Constitution, alors je ne sais pas, à l'est de la République, parce que la Constitution dit quoi? On ne peut pas toucher à la Constitution tant qu'on a des problèmes sécuritaires. Nous sommes notre dans un pays. état de siège. Vous voyez un peu. Parce que l'Est de la République, parce que la RDC n'a pas le contrôle total de tous les territoires congolais. Il y a d'autres territoires qui sont occupés par les rebelles. Alors, si on change la Constitution, je ne sais pas, ces gens-là vont s'adapter où? Ils seront de la République démocratique du Congo ou soit ils seront de l'autre côté. Voilà là où il y a les termes maintenant soudanisation. C'est là où. La soudanisation. Mais moi, je ne sais pas. Peut-être ils ont des calculs pour balkaniser le pays. Je ne sais pas. Parce que dès qu'on touche à la Constitution, automatiquement, c'est la balkanisation. Parce que ces gens de l'autre côté de l'Est, ils seront où? Ils vont être gérés par quelle Constitution? Par quel test? Donc, vous pensez que l'alerte que Joseph Kabila a eu à lancer, c'était vraiment une façon de rappeler au président qu'il y a un danger qui guette le pays? Oui, bien sûr. Pourquoi d'abord on appelle Joseph comme père de la démocratie? C'est parce que c'est quand même quelqu'un qui a travaillé aussi sur la démocratie. Il a laissé le pouvoir d'une manière pacifique.
Il a passé. Il a respecté la Constitution. Pourquoi pas? Aujourd'hui, on dit qu'il est en connivence avec les rebelles. Non. Est-ce que, moi, je pense, tout le monde qui sont à l'est de la République sont des rebelles? Donc, aujourd'hui, moi, par exemple, j'ai une famille là-bas. Est-ce que ce sont des rebelles? Non, c'est les Congos. Moi, aujourd'hui, je peux me permettre d'aller à Goma et rester là-bas. Est-ce que je deviens aussi rebelle? Non. Ce sont des langages, ce sont des manipulations. Dans notre pays. Non, on veut juste manipuler les gens. Nous, les jeunes, nous sommes des sacrifices. Voyez un peu. Donc, le plus important pour nous, il faut nous présenter quand on veut changer la Constitution ici. Voilà votre avantage. Est-ce que notre avantage est où dans ça? Tout ça, c'est juste pour nous manipuler. Est-ce qu'il y a... Moi, je ne vois pas un article qui empêche que le gouvernement, que le dirigeant congolais puisse vraiment montrer les meilleurs de leurs attributions. Il a soulevé, mon frère Junior Béji, a soulevé un point très capital. Il a dit quoi? Les systèmes éducatifs d'ailleurs dans notre pays, c'est compliqué. Hein? Il y a des problèmes de routes. Est-ce que c'est la Constitution qui empêche de construire de belles routes? Hein? C'est toujours la Constitution. Tout ça, ce sont des manipulations. Alors moi, je pense, nous devons seulement, il faut avoir des bons dirigeants qui ont une vision et qui ont la volonté de nous guider, de nous faire avancer. Au lieu de nous faire distraire, de nous faire diviser pour rien. Voilà. Alors, Monsieur Junior, j'ai parlé tantôt de cette lettre de M. Mbata, adressée aux jeunes, à la diaspora et un peu partout, pour donner leurs propositions. Est-ce que vous pensez que cette lettre a son droit d'être à ce jour? Et si oui, quelles sont vos propositions? Parce que vous êtes jeune, vous êtes concerné par cette lettre, je crois. Merci beaucoup, M. Jourdain. Je pense que depuis d'abord l'accession à nos indépendances, nous habitons rond de tous les paradoxes. Les républiques sont toujours monarchiques, les démocraties qu'on appelle ici en Afrique sont toujours dictatoriales. Mbata a donné une proposition par rapport à une classe bien spécifiée, les membres de l'Union sacrée. Moi, je ne suis pas membre de l'Union sacrée, même pas d'opposition. Ça ne vous concerne pas. Ça me concerne ni de l'un ni de l'autre. Moi, je suis qu'un républicaniste qui apporte sa vision et des idées innovatrices pour les changements de la classe sociale. Si vous suivez bien mon message politique et économique sociaux. Donc, je me base sur les potentialités de la RDC afin de proposer les bonnes politiques pour les définir qui doivent déclencher la classe sociale. André Mbata, c'est son droit. Il est le secrétaire d'une plateforme qui n'est pas une institution de l'État d'abord. Ce n'est pas une obligation pour moi d'apporter mes propositions auprès d'une personne d'abord. Lui-même, Mbata, il est incapable d'abord de se maintenir dans une bonne position. Nous avons connu André Mbata en 2006 comme membre d'un parti politique qui était allié à M. Azara Souberoua, l'ancien rebelle. Des rebelles qui ont même participé au dialogue de 2002 organisé par Joseph Kabila, qui a été organisé à Sainte-Cité avec Thabo Mbeki. En 2011, André Mbata est arrivé dans la casquette des membres de l'INC. 2016, André Mbata, membre de l'INC. 2026, aujourd'hui, André Mbata, membre de l'IDPS. Est-ce que peut-on d'abord faire confiance à une personne qui change de casquette à tout moment? C'est une opportuniste. Si aujourd'hui c'est ce qui passe, demain que moi je prends le pouvoir, il vient encore de mon côté. C'est là que j'ai la question. Et il va dire que vous avez une mission et non un mandat. Non, chez moi, je ne vois pas. Moi, je suis un républicaniste. Je suis un révolutionnaire. Chez moi, les flatteries ne passent pas parce qu'il faut d'abord être sûr de soi-même, savoir ce que nous devons à la République. Aujourd'hui, la majorité de nos autorités ne sont pas aux affaires par rapport à la méritocratie, mais sont au pouvoir par rapport au calcul politique. Et déjà, quand un pays continue la politique pour se développer, c'est la chute d'avance. La majorité des pays qui sont développés, comme l'Afrique du Sud, ce n'était pas question de la politique. Parce que Mandela a fait 27 ans au pouvoir, mais une fois qu'il est sorti, ils ont défini des bonnes politiques d'abord, en commençant par éliminer la famille de leur pays. Je prends l'exemple de Mao Zedong de la Chine. Oui. Lorsque la Chine revenait de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait tellement une famine qui a gagné le pays. Il n'a pas commencé d'abord par changer la constitution pour se maintenir au pouvoir. Non, il a commencé d'abord par lutter contre la famine. Chaque Chinois devrait cultiver, chaque Chinois devrait avoir un champ. Lorsqu'il d'abord maîtrisait les flux du ventre, c'est par là que ça a permis à ce que Mao de la Chine
puissent développer le pays et ils se sont maintenant lancés dans l'industrialisation du pays. Nous aussi dans notre pays, le Congo aujourd'hui a 80 milliards de terres arables. Ce qui veut signifier que le Congo est à mesure aujourd'hui de faire nous toute une partie du monde. On peut mettre de côté les histoires des minéraux et tant d'autres qui vont avec. On peut juste des bons outils. On ferait des laboratoires chimie et de chimie et d'arrêt alimentaire. Vous allez voir que le Congo peut faire même nourrir une partie de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique. Donc nous pouvons encore encaisser des millions sans toutefois faire recourir aussi aux minéraux. Si la majorité des autorités pensent qu'aujourd'hui, les faits qui sont au pouvoir, cela leur donne les leaks, les pouvoirs, la compétence de marginaliser, détruire, écraser la population. Vous devez savoir que la population aujourd'hui que vous voyez tant comme faible, en 2016, lorsque c'était élevé, Kabila avait quitté le pouvoir. Tout comme ça peut aussi barder contre ce qu'est d'aujourd'hui, qui ne passe pas sera éternel. Le plus important pour moi, je demande à ce que les chefs de l'État qu'ils puissent définir des bonnes politiques dans chaque secteur public qui doit permettre à ce que les Congolais se retrouvent. Monsieur Jourdain, je vous dis, les choses n'avancent pas. Peut-être que vous pouvez être ici en ville, vous pensez que les choses avancent. J'avais effectué une distance de 80 km de la ville de Lubumbashi, route Kassenga qui mène vers le territoire de Kinkichi, dans les territoires de Chinaïka. Je vous dis, il y avait le village Kassongo, village Kamisechi, village Kandabiel, à peu près 5 villages. Depuis 1952 que ces villages existent. Ils n'ont jamais bénéficié, même pas un centre de santé de prise en charge des malades. Même pas un centre de santé. Je te dis, depuis 1952 jusqu'au jour d'aujourd'hui, même pas un centre de santé construit par l'État congolais, même pas par les députés qui partent battre leur campagne là-bas. Vous comprenez moi cela? Si on fait la sommation, ça peut faire 5000 Congolais qui habitent quelque part en brousse, ça c'est un centre de santé. Et pour qu'une femme là va accoucher, il va au moins faire une distance de 40 km. Arriver là où il y a les sièges du territoire. Quelqu'un peut mourir en cours de route, c'est un obstacle aussi en santé. Ce sont les questions qu'il faut d'abord résoudre, définir des bonnes politiques dans chaque secteur et redynamiser notre système de santé. La majorité même de nos autorités publiques, il ne faut jamais soigner ici au Congo. Ils vont toujours à l'étranger. Oui, quand des petits tombent malades, vous allez voir, il sera où c'est exporté en dehors de nos frontières. Mais comment est-ce que toi tu es une autorité publique? C'est toi qui as instauré le système éducatif. C'est toi qui as instauré le système de santé. Comment est-ce que tu ne te fais pas soigner dans notre pays? Donc ils ne font pas confiance. Tu n'as pas confiance d'abord au système de santé instauré par votre gouvernement, par votre régime. Vous voulez que la population, les souverains primaires, c'est lui qui vous a même octroyé la responsabilité d'être député, d'être ministre, parce que le gouvernement c'est dérivé de l'Assemblée nationale, tous nous le connaissons. Oui. Le souverain primaire est mis par terre, il est mis de côté, mais quelqu'un qui avait peut-être un véhicule de $5 000 avant qu'il soit député, dans 6 mois, 10 mois, il se paye un véhicule de $250 000. D'où provient d'abord l'argent avec un salaire de 10 000 et de 13 000 $. Vous voyez? Volons, parce que c'est notre temps, et aussi quand ils viendront, ils vont aussi voler. C'est pourquoi les choses ne changent pas au Congo, monsieur Jourdain. Nous vous disons de vérité, de véracité. Pour développer un pays, commençons d'abord par faire l'identification des réalités socio-anthropologiques. Dans chaque province, quelles sont les activités que nous pouvons d'abord lancer pour déclencher la classe sociale? L'exemple comme Kasaï oriental, Kasaï occidental, la majorité des faits sociaux qui ne fait pas en sorte que les centres se développent, c'est par manque d'électrification. Depuis l'action de l'indépendance, c'est pour nous jamais été électrifié. Nous avons la chute 4, c'est parmi les sites les plus forts en Afrique centrale. Si les gouvernements parvenaient à mettre du sérieux et qu'on puisse organiser, reconstruire la chute 4, ça va permettre à ce qu'on puisse électrifier. Une fois que l'État met d'abord la population dans de bonnes conditions, dans de bons climats d'affaires, vous allez voir que le secteur privé sera à mesure de produire comme des petites entreprises qui vont lutter contre le chômage de la jeunesse. Et c'est trop simple. Ça n'a rien à voir avec la politique, ça n'a rien à voir avec les partis politiques, les plateformes. Juste les bonnes politiques économiques, les pays se déclenchent et les pays se développent. C'est comme ça qu'il faut faire développer un pays. Moi, je suis un économiste de formation. Si peut-être le président pourrait nous comprendre, parce qu'aujourd'hui, le temps nous fait défaut, je pourrais donner une exemplarité qui pourrait prendre beaucoup de temps, et malheureusement, le temps nous fait défaut. Voilà, peut-être on y reviendra. Peut-être on y reviendra encore prochainement. C'est pourquoi je lance un appel aujourd'hui à tous nos frères et à tous nos frères congolais, à toutes nos sœurs congolaises. Une personne ne peut jamais s'aimer l'avocat et récolter des maïs. Si vous semez le maïs aujourd'hui, vous allez récolter le maïs. On récolte que ce qu'on a semé. Oui. Devant la tribune de l'histoire, tout un chacun de nous va répondre à ces actes. Ce pays ici a besoin de nous. Ce pays ici a besoin de la contribution de chacun de nous. À Lumumba, on avait demandé l'indépendance.
À Mobutu avait demandé la constitution du pays. À Kabila, nous avons demandé de mettre en place notre système démocratique. C'est ce que d'aujourd'hui, nous le demandons depuis des bons petits pour rediriger le pays. Mais à notre tour aussi, qu'est-ce que nous allons faire pour le Congo? Qu'est-ce que nous allons faire pour le Congo? Quand vous partez en Chine, un enfant de 15 ans a la capacité de vous produire un téléphone, une batterie. Mais au Congo, un enfant de 15 ans, qu'est-ce qu'il peut vous produire? Tout ça, c'est des problèmes de notre gouvernement. Nous devons réfléchir sur ça. Nous devons vraiment réfléchir sur ça. Aujourd'hui, l'intelligence n'est pas question d'avoir le niveau d'études, de faire les masters. Celui qui a fabriqué l'application TikTok qui a donné tant de travail aux Africains aujourd'hui, est-ce qu'il est allé à l'université? C'est juste laboratoire informatique. Et il s'est concentré sur cela. Il a aujourd'hui créé, il a changé le monde. Nous aussi, on est à mesure de changer le monde. Aujourd'hui, nous avons l'exemple, dans notre pays, nous avons les minéraux. Si nous pouvons créer une école uniquement que pour les minéraux, donc un enfant, dès l'école primaire, il commence à prendre tel minerai. Il connaît l'impact de tel minerai. Il connaît comment manager cela. Cet enfant-là, c'est en mesure même de chercher Aujourd'hui, on a des minéraux qu'on ne connaît même pas les noms. On ne connaît pas les noms. Tout ça, c'est quoi? C'est le problème de notre système éducatif. C'est le problème qui revient au gouvernement. Qu'on crée des bonnes écoles qui doivent former les gens qui doivent se résoudre en mesure aujourd'hui de faire le pays. Et cela nous permettra à ce que nous puissions avancer, émerger, et le Congo peut être en mesure de se comparer sur les pays les plus émergents en fait. Exemple, s'il te plaît, permettez-moi, parce qu'en 1960, la monnaie congolaise était comparable à la monnaie canadienne. Qatar était comparable presque à un désert. Aujourd'hui, ça c'est 5 ans plus tard. Est-ce que nous pouvons comparer notre monnaie par rapport à la monnaie canadienne? Donc, la devise de notre pays, nous l'avons perdue. Notre économie est par terre. Donc, au lieu que la courbe de croissance avance sans train de reculer. En reculant, c'est la population bas qui est en train de subir les impacts négatifs. Mais les gens aux affaires s'enrichissent chaque jour. Alors, M. Junior, peut-être une dernière question de votre part. Quels sont aujourd'hui les risques? Parce que j'ai entendu M. Sylvain brosser un peu par rapport à ça. Quels sont les risques si on touchait à la Constitution aujourd'hui? Les risques en est que je vous ai évoqué la question de parler par rapport aux enjeux de l'ère. Oui. Parce qu'aujourd'hui, peut-être le président Fatih, il peut se voir plus fort du fait qu'il est appuyé par l'Union. N'oubliez pas que les mêmes visages là qui vous soutiennent aujourd'hui ont soutenu Kabila hier. Les gens qui ont géré au nom des Kabila sont des Kabilistes dissants aujourd'hui, ils s'appellent des Sénélistes dissants. Les gens qui travaillent avec Mobutu. Quelles années plus tard, il y a des gens qui se sont appelés Kabilistes qui aujourd'hui disent même que Dieu prenne sa vie, s'il prend les 5 ans, il a aussi la vie de Tshisekedi. Vous comprenez? Donc, que le président Tshisekedi réfléchisse aussi par rapport à sa vie. Il y a une vie après la politique, il y a une vie après le mandat, il y a une vie après le pouvoir. Changer la Constitution, oui, mais pour quelle fin? Mais après le changement de la Constitution, quelle sera vraiment la rentabilité par rapport à la population congolaise? Parce que l'objectif principal de toute politique publique, c'est d'améliorer les conditions de vie des compatriotes. Pendant ce mandat, qu'est-ce que les Congolais vont retenir comme les rentabilités, les changements, l'émergence par rapport à son apogée? Tu ne demanderas pas à un enfant qui effectue une distance de 20 km pour aller étudier dans un village X que le changement de la Constitution a été parmi les meilleures résolutions de la République. Non, ça ce sont les côtés trop politiques par rapport au changement de la Constitution. Mais les côtés socio-économiques, qu'est-ce que le gouvernement actuel a à faire? Comme je soutiens l'idée de mon confrère qui a dit, on ne peut pas voir dans un pays sérieux une dame avec sa capacité d'intellectuel trop bas comme Judith Armin. Mais elle a des diplômes. Hein? Voilà. Elle a des diplômes. Monsieur Jourdain, il y a une différence entre la compétence et le diplôme. La compétence n'est pas question de diplôme. Nous avons des diplômés moins compétents et nous avons aussi des non-diplômés qui sont compétents. Parce que la compétence, c'est défini comme la capacité de s'adapter à une situation socio-relatée anthropologique. La capacité de résoudre certaines solutions, certains problèmes. Est-ce que trouvez-vous aujourd'hui les problèmes qui gagnent dans notre pays? La malnutrition aiguë qui a touché les enfants de moins de 10 ans au Kasaï oriental, les manques de routes, les manques d'électrification, les manques d'emploi pour la jeunesse. Est-ce qu'il a résolu cela? Donc, il est moins incompétent. C'est pas seulement à cause d'une interview ratée qu'on peut réduire la première ministre à de l'incompétence. Moi, je ne suis pas dans les bases ou bien dans des histoires au moins très mercantiliques. Je vous ai énuméré des faits sociaux. Aujourd'hui, le Congo est considéré parmi les pays les plus faibles au monde et touché par la pauvreté. Aujourd'hui, le Kasaï oriental est publicité comme parmi les provinces les plus touchées par la malnutrition aiguë aux enfants de moins de 10 ans. Aujourd'hui, nous avons les manques de bonnes routes économiques qui peuvent résoudre la question des denrées alimentaires. Nous avons le problème de l'électrification du courant, de l'électrification de nos provinces. C'est en France, on a voté aujourd'hui et ils ont fêté aujourd'hui, festoyé
20 ans sans couper de l'électricité, sans couper de courant. Je dis 20 ans, la France. Mais le Congo qui a les barrages qui subit les pays, presque dans tous les pays voisins ici, c'est difficile de faire même une journée sans qu'il y ait la coupure. Vous voyez? Donc c'est un problème majeur vraiment. Le Congo n'avance pas. D'autres pays sont au XXe siècle, nous on est encore au XVe siècle. Voilà, merci Monsieur Junior. Monsieur Sylvain Mwamba, vous avez dit que le Congo n'a pas un problème de texte, le Congo a un problème d'homme. Aujourd'hui, faut-il adapter la constitution aux réalités de ces pays ou faut-il adapter les dirigeants au respect de cette constitution actuelle? En tout cas, merci beaucoup, M. Jourdain. Moi, je pense que vous avez bien chuté d'ailleurs. Nous, ici au Congo, on a un problème d'hommes. On n'a pas un problème de texte. Moi, je pense que la Constitution n'a pas de problème. La Constitution n'empêche pas que nos dirigeants puissent établir une bonne gouvernance. Parce que si dans la Constitution, il y avait un article qui empêcherait, par exemple, soit disant que non, vous les dirigeants, vous ne pouvez pas baisser le prix du dollar. Là, on pouvait se soulever. Oh. Là, on pouvait aussi, nous pouvions peut-être dire que non, il faut changer cette constitution parce qu'elle nous empêche peut-être. Cette constitution, la constitution elle-même, elle permet que les élèves soient, donc que l'enseignement primaire soit gratuit. N'est-ce pas? Elle est gratuite. C'est la constitution qui prévoit ça. La constitution permet que les élections soient là. C'est la même constitution. La constitution nous a donné beaucoup d'opportunités. Seulement que quand on a un problème de calcul politique, les gens commencent à vouloir manipuler cette dernière, ou soit vouloir intimider par exemple les autres par rapport à leurs calculs. Comme par exemple, moi je pense même le président Félix n'a pas la volonté de changer cette constitution, mais seulement c'est l'entourage. Casting, là. Donc, c'est-à-dire, cet entourage-là a besoin de rester là jusqu'à l'infini. Vous voyez un peu. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut changer la Constitution. Mais si le président Félix, si le président pense aussi de rester dans le mémoire des millions de Congolais qui respectent la Constitution. S'il lui respecte la Constitution et il organise des élections, je pense que ça va lui donner des crédibilités. Mais le fait là, de vouloir toucher à la Constitution, vous savez combien de membres de l'UDPS qui se sont battus et morts même à cause de la Constitution. Mais aujourd'hui encore, le même gens-là, les Di Maria, et tant d'autres. Le même gens-là revient encore nous dire que non, cette Constitution, c'est une malédiction pour la République. C'est craché sur la mémoire de ceux qui sont morts. Pourquoi vous êtes battus dans le temps de combattre cette Constitution? Pourquoi? Alors que on a des dirigeants incompétents, on a des dirigeants désambiancés, on a des dirigeants détournés, tout ça, on ne voit pas. Mais on voit toujours ce qui est aux priorités pour eux, c'est la Constitution. La Constitution n'a pas de problème, parce que selon moi, quand on veut toucher à la Constitution, je ne sais pas l'Est de notre pays sera où. Quand on touche à la Constitution, je ne sais pas où l'Est de la République sera. Et aussi, comme mon frère Junior Meji venait de le dire, est-ce que la Constitution empêche de voir des bons dirigeants, d'établir une classe sociale? Par exemple, aujourd'hui, on a un taux élevé de dollars. Aujourd'hui, notre monnaie n'est pas encore reconnue comme avant. Vous voyez, on a perdu la capacité de notre monnaie. On a perdu cette crédibilité. Bon, imaginez-vous, on n'a pas d'abord une armée organisée. Mais vous pensez au changement de la Constitution. Aujourd'hui, là, il y a eu des accords entre le gouvernement américain et la RDC pour l'exploitation des minéraux pendant 100 ans. 100 ans. Alors, quand on va changer cette Constitution-là, je ne sais pas, les contrats là,
cet accord-là va tomber ou va rester? Parce qu'on commence encore une nouvelle vie. Vous voyez? Tout ça, c'est quoi? C'est l'émotion. Parce qu'on a des dirigeants qui vivent dans les émotions. Il faut faire plaire au chef. Il faut lui dire combien de fois lui, il est bon, il est compétent que tout le monde. Comme Willy Bakonga, on l'a vu, en train de dire on peut soutirer les 5 ans ajoutés au président de la République. N'est-ce pas? Mais à l'époque... Willy Bakonga qui est d'ailleurs au cœur d'un scandale. Actualité, oui, vous voyez un peu. Le même Willy Bakonga, sur Télé 50, Télé 50 avec Jean-Marie Kassamba, il dit quoi? Non, si Joseph arrête la politique, moi je ne fais pas quoi? La politique. Donc moi je suis kabiliste du sang. Vous voyez un peu, ce sont des flatteurs. Voilà. On n'a pas de dirigeants, on a juste des profiteurs. Voilà. Mais le plus important, c'est que moi j'ai constaté ici chez nous, quand il y a des jeunes qui veulent un peu donner quelque chose à la nation, il faut étouffer cette dernière. Vous voyez un peu, nous on a besoin d'une nouvelle classe. S'ils pensent changer la Constitution, que la Constitution empêche d'autres choses, moi je pense non. Mais qu'ils puissent changer, réfléchir au moins à changer les gouvernants. Parce que si on changeait la Constitution aujourd'hui, toujours les mêmes animateurs qui vont revenir aux affaires, donc les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Vous voyez un peu? Oui. En tout cas, vous devez conclure. Je crois qu'on a plus de temps. Alors moi je pense que la Constitution n'a pas de problème, on a un problème d'homme. Donc, c'est-à-dire, s'ils veulent changer la Constitution, moi je pense, au lieu de changer la Constitution, qu'on change cette classe politique-là, qu'on change tout le monde là, qu'on nous amène de nouvelles animateurs. D'ailleurs, j'avais entendu qu'il y a déjà un remaniement en gestation. Remanier, ça ne dit rien. Ce sont des mêmes gens. Aujourd'hui, Adolphe Mouzito, c'est depuis. Aujourd'hui, Kameri, c'est depuis. Aujourd'hui, Mbata. Donc, tout le monde. Bosso, Bahati. Donc, il faut changer toutes ces personnes-là. Il faut les écarter d'abord. Mbata, professeur d'université, qu'est-ce qu'il a donné? Rien. Kameri, professeur d'université. Des propositions, qu'est-ce qu'ils ont donné? Vous pensez que cette classe politique a failli? Moi, je pense, au lieu de changer la Constitution, qu'on change d'abord cette classe-là, qu'on nous amène une nouvelle classe, peut-être avec de nouvelles animateurs, peuvent nous amener à exceller avec notre gouvernement, voilà. Avec notre gouvernance, avec notre pays. Parce que moi, je pense peut-être, au lieu de dire que non, la Constitution bloque d'autres choses, non, moi, je pense que ce sont des gens-là qui manipulent cette Constitution, qui n'est pas capable de le mettre en pratique. Parce que aujourd'hui, on peut changer cette Constitution. Si c'est seulement le même gens-là, on va encore récolter toujours les mêmes histoires. Voilà. Parce qu'on voit seulement, et puis le changement de la Constitution, on vise certains articles seulement qui les étouffent. Voyez, peut-être c'est pour changer tel article parce que ça nous fait comme ça nous bloque quelque part. Tout ça, on va revenir toujours dans les mêmes choses. Moi, je pense qu'il faut changer ces gens-là, qu'on nous donne d'autres personnes. Et puis si on a d'autres personnes, je pense peut-être qu'ils auront la volonté de faire. Bon, le plus important est d'abord, voilà. On laisse la place. Merci. Merci, monsieur Sylvain. Je vais retenir ça comme votre conclusion. Monsieur Junior, votre mot de conclusion, parce qu'on a plus de temps. Merci beaucoup, monsieur Jourdain, d'abord pour l'invitation et la considération. Merci pour la présence. Merci encore à mon co-débatteur, monsieur Sylvain Mwamba. Merci aussi à l'ensemble de la population congolaise qui ont quand même disponible le temps de nous suivre, à qui je profite pour lancer un message à toutes les personnes aujourd'hui qui sont au salon climatisé du pouvoir, qui détournent, qui pillent, qui pensent que le pouvoir est une occasion, une opportunité pour réduire la République à un bas point 12. Vous devez savoir que devant la tribune de l'histoire, tout un chacun devrait répondre à ses actes. Et nous devons la République d'une manière positive, pas d'une manière négative. Ce pays nous appartient. Nous devons conjuguer les efforts les plus vite possible afin de faire définir des bonnes politiques qui doivent émerger notre classe sociale. Ça a été un plaisir et un honneur encore. Et je pense qu'on va se retrouver prochainement si l'État nous le permettait encore. Voilà, merci monsieur Junior d'avoir été là. On en parle. Merci monsieur Sylvain. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. En tout cas, aimer nos émissions partagées parce que ici, c'est l'éducation de la population.
Alors, quant à moi, je vous retrouve très très bientôt et à la prochaine.